C'est dans une rare violence et dans une rare, on va le dire, acceptation que Laurent Gbagbo avait été tiré pour se retrouver à la CPI ainsi que sa famille en 2011 après l'élection qui s'était tenue en Côte d'Ivoire. Revenons sur ces faits. Un proche de la politique france-africaine, à savoir Robert Bourgi, décide de faire des aveux. Ce ne sont d'ailleurs pas les premiers du genre sur un média français. Celui-ci annonçait la création ou encore, on va le dire plutôt ainsi, la publication prochaine de son livre coécrit. Dans cette interview, Robert Bourgi affirme vouloir libérer sa conscience et déclare que Nicolas Sarkozy et la France savaient que Laurent Gbagbo avait gagné les élections lors de cette période-là, qui avait pourtant donné lieu à plusieurs morts et plusieurs déplacés ainsi que des blessés dans le pays. Eh bien, nous revenons sur cette actualité dans le cadre de cette émission Regard panafricain, à qui profitent ces aveux qui ont été faits par Robert Bourgi, aujourd'hui proche de Nicolas Sarkozy, par le passé ami de Laurent Gbagbo. À qui profitent ces aveux de la France en 2024? Pourquoi par Robert Bourgi? On en parle avec notre invité qui n'est nul autre que André-Christelle Fanga. Il est directeur de publication mais aussi analyste sur For You Media Africa, habitué de nos studios. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci, Madone Bégoudère. C'est un plaisir d'être dans vos studios. Je me sens comme déjà chez moi, dans mes appartements privés. Donc, c'est-à-dire que vous ne manquez de rien ici. Mais bien sûr. Surtout que c'est un jour spécial pour un homme spécial. Oh. Monsieur Serge Espoir Matomba, vous l'avez bien deviné, et que je dégustais tout à l'heure là une très belle chanson écrite par Sambala Kanoté. Kanoté, exactement, vous le connaissez très bien. Voilà, merci pour l'aide. Qui n'est pas en Afrique centrale, mais qui est en Afrique de l'Ouest. Oui. Et qui fait une très belle chanson en l'honneur du président directeur général du groupe For You Africa, Serge Espoir Matomba, qui traduit ce que j'appelle souvent la grandeur d'un homme qui se raconte de loin. Parce que parfois, quand la grandeur, on raconte votre grandeur parmi ceux qui vous ont vu grandir, parmi ceux qui vous ont côtoyé, on va dire, on le connaît. Mais quand ça vient de loin, ça nous permet de comprendre l'immensité, la dimension de ce grand homme d'Afrique et surtout du Cameroun. C'est pour ça que nous profitons de votre tribune, de souhaiter le meilleur, une avalanche de bénédictions, n'est-ce pas, sur la personne dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure, Serge Espoir Matomba, en ce jour d'anniversaire. Donc, c'est pour moi un plaisir de partager ces instants de télévision, de radio, de Facebook, de YouTube et Instagram aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres Nous plateformes. avons des contenus sur cette plateforme, mais les émissions ne sont pas relayées en direct. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que For You Media aussi se déploie de ce côté-là. Donc, en fait, sur toutes les plateformes où For You se déploie, je salue tout le monde, je salue les téléspectateurs, je salue tous ces gens-là, je salue les radios auditeurs, je salue tous ces gens-là qui font confiance à la fangatisation, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, un modèle d'intervention radiophonique, télévisuelle et j'en passe. Merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Fanga, d'être avec vous, d'être avec nous. Finalement, Regard panafricain avec vous, c'est toujours intéressant. On démarre les échanges juste après cette transition.
Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes Internet For You Media Africa et de nous écouter à travers notre radio, la radio panafricaine For You à 96.3 FM ou encore de nous regarder à la télévision. Vous êtes nos fidèles et votre fidélité, elle nous honore. André Christelle Fanga, ce week-end, nous avons pris connaissance ensemble de cette vidéo dans laquelle Robert Bourgi, fervent allié de Nicolas Sarkozy, était en train de faire ce qu'il a appelé des aveux, libérer sa conscience et demander pardon à Laurent Gbagbo pour la complicité face aux actes qui ont été commis en 2011, à savoir les crimes post-électoraux, les crimes durant la crise post-électorale qui s'est vécue en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. André Christelle Fangan se souvient de la ferveur avec laquelle vous avez tenu à donner votre point de vue en ce qui concernait cette situation, la ferveur avec laquelle vous avez suivi l'actualité concernant aussi bien l'arrestation de Laurent Gbagbo que de Charles Blé Goudé et tout ce renversement politique, cette agitation finalement qui n'avait pour nom que la France-Afrique, qui s'est produite du côté de la Côte d'Ivoire quelques années plus tard. Est-ce que vous vous demandez à qui veut-on faire croire que la France veut faire ses aveux? Je pense que, permettez-moi de m'incliner d'abord, n'est-ce pas, sur les morts de cette crise post-électorale qui a causé autant de morts. La commission Konambani nous avait dit c'est 3000 morts, mais nous savons tous qu'on a atteint presque le million de morts. Parce que c'était un massacre à ciel ouvert. C'était la désolation. C'était le carnage, n'est-ce pas, de cette folie meurtrière de la France-Afrique et de la France en particulier. Donc, nous disons aujourd'hui que cette situation nous a marqués au fer rouge, parce qu'en réalité, nous portons encore les séquelles jusqu'à maintenant. Donc, je m'incline devant tous ces millions de morts qui sont morts à cause de soi-disant la démocratie, la défense de la démocratie, la défense, je ne sais pas de quoi d'autre, d'une élection. Vous comprenez pourquoi moi je ne suis pas un démocrate. Vous comprenez pourquoi le goût de l'élection est sorti de mon vocabulaire ou bien de ma pensée, n'est-ce pas, de mon engagement peut-être même dans le combat panafricain. Parce que la démocratie, en fait, pour faire court, c'est le règne des démons. La démocratie, c'est le règne des démons. Parce qu'il fallait qu'un être démoniaque pour agir de cette façon-là en Côte d'Ivoire, où on dépaissait les Ivoiriens comme, n'est-ce pas, du pain sur la planche, où l'armée française, n'est-ce pas, pouvait tirer à boulet rouge, n'est-ce pas, sur les Ivoiriens, sur le pont d'Abobo et tout le reste là, et où l'armée française, accompagnée de l'ONUCI, n'est-ce pas, la mission onusienne en Côte d'Ivoire, qui ont bombardé la résidence présidentielle, pour ne pas dire le palais présidentiel, qui ont bombardé tout ce qui représente une institution, la plus haute institution d'un pays, et où on a vu la dignité d'une femme être réduite, n'est-ce pas, et surtout une première dame, à sa simple expression, où Madame Simone Veil, bon, Gbagbo, ça reste, elle continue d'utiliser le nom, mais ça reste, mais qui a été traînée, n'est-ce pas, sur une longue distance, toute nue, présentée à Mondiovision, et où vous voyez la méchanceté et la cruauté des médias ou de ceux qui viennent nous parler d'éthique, de déontologie, c'est-à-dire France 24, ont pu montrer ces images-là de Madame Simone Veil Gbagbo assise, n'est-ce pas, sur le lit et en jupon. Vous imaginez cela, et avec sa Bible ouverte, n'est-ce pas, et où on taxait de soi-disant quoi, et en boucle, et on la voit là, comment les soldats français récupèrent cette famille et remettent aux rebelles, n'est-ce pas, de M. Alassane Dramane Ouattara, et qui la traîne sur une distance avant de la mettre dans la voiture. Et tellement elle était bastonnée, parce que quand elle arrive, je vous refais un peu le film, quand elle arrive à l'hôtel, je crois que c'était à l'hôtel du Golfe, pour arriver où on devait les garder, elle a été chiffonnée. Et il y a un garde de corps qui fait un aveu, qui dit, il lui a demandé, maman, pour que je te sauve la vie, qu'est-ce que tu as?
elle avait encore ses boucles, elle avait encore quelques bracelets, elle a retiré, elle a remis à ce soldat qui l'a couvert jusqu'à là où elle était enfermée dans une chambre. Donc, vous imaginez cette cruauté-là de ces gens-là. Donc, véritablement, c'est quelque chose qui nous a marqué et qui a forgé cette envie de défendre l'Afrique, de défendre nos États. Parce que il faut le rappeler aussi que c'est cette situation, cette crise post-électorale qui relance véritablement le combat panafricain. Parce que le combat panafricain, oui, il existe depuis longtemps, mais ça avait un peu pris du plomb dans l'aile. Ce n'était plus véritablement ça. C'était quand même quelques leaders nationalistes comme le président Laurent Gbagbo qui essayait de se défendre. Il y avait quelques personnes qui étaient là, le président Paul Biya, Muammar Kadhafi, qui essayaient bien que mal de porter ces femmes. Mais ça n'avait pas touché, n'est-ce pas, le peuple comme ça se fait aujourd'hui là. Donc, à partir de cette situation dramatique, au vu et au su de tout le monde, nous avons pris l'engagement, n'est-ce pas, de défendre l'Afrique, les leaders africains, les leaders panafricanistes, et voici les résultats aujourd'hui où nous voyons les peuples se mobiliser pour justement dire ça ne se fera plus jamais de la même façon. Parce que si le peuple n'avait pas compris ce combat, ne s'est pas saisi, n'est-ce pas, de cette situation dramatique, aujourd'hui, les Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani seraient traités de la même façon que on a traité le président Laurent Gbagbo et madame la première dame Simone Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et tout le reste que nous, peut-être nous ne parlons pas beaucoup, n'est-ce pas, de ces généraux, de ces soldats, de ces personnes qui étaient dans l'entourage direct du président Laurent Gbagbo et de ceux même qui ont perdu la vie de manière directe là, à cet instant-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour faire juste un rappel de mémoire. Maintenant, revenons à votre question pour dire que est-ce que la France fait son propre procès? Je crois que c'est la question que vous avez posée, de savoir que les révélations de Bourgi, est-ce que c'est, n'est-ce pas, la France qui veut faire... À qui veut-on faire croire que la France fait ses aveux et son mea culpa? Alors, pourquoi maintenant? Première des questions qu'il faut se poser. OK, celui qui nous permet de faire cette émission ce soir, qui, n'est-ce pas, qui est parmi les thématiques, un prétexte, n'est-ce pas, de faire cette émission. Pourquoi il nous dit que c'est pour essayer de avoir... de laver sa conscience. De laver sa conscience, avoir un peu un sommeil doux. Ah, donc depuis au moins, n'est-ce pas, une dizaine, presque une quinzaine déjà, n'est-ce pas, d'années, que la situation s'est produite aujourd'hui. Nous sommes 2010, 2011, jusqu'en 2024, donc 14 ans. Alors, c'est maintenant qu'il a les... Bon, peut-être comme il est déjà vieux. Parce que Bourgi n'est pas né hier. Bourgi, c'est 1945. Et nous sommes aujourd'hui, il est à 79 ans, je crois, aujourd'hui. 79 ans, 80 ans. 79 ans. Voilà. Alors, ce monsieur, peut-être l'Esprit Saint l'a touché quelque part. Il a dit qu'il a eu l'occasion donnée par un journaliste français. Écoutez, madame, je pense que quelque chose sorti de son contexte devient un prétexte. Quelque chose sorti de son contexte devient un prétexte. Et ce prétexte-là, aujourd'hui, nous l'avons. Le prétexte, n'est-ce pas, c'est de dire simplement, et je crois que j'ai suivi votre édition du journal avec un intervenant, je crois, Tapé Groubera, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, justement, et qui disait beaucoup de choses, qui a dit beaucoup de choses que j'ai très bien suivies, parce qu'en fait, c'est comme si la France est en train de dire à son allié d'hier que, monsieur, préparez vos bagages, vous dégagez. C'est le message que Bourgi veut nous faire passer, n'est-ce pas, en faisant croire que c'est les aveux, ou bien la France a engagé son mea culpa, ou bien veut véritablement sortir, ou bien se repentir face au drame qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire, face au carnage des peuples ivoiriens. Alors que c'est simplement
un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que ce texte-là est sorti de son contexte actuel, parce que ça n'a rien à voir. Laurent Gbagbo a déjà recouvré sa liberté. Laurent Gbagbo vague déjà ses occupations politiques. Laurent Gbagbo et tout le reste, n'est-ce pas, essayent déjà de tourner la page. Alors, pourquoi ramener cette histoire au devant de la scène, surtout face à un monsieur conseiller, n'est-ce pas, à la présidence française, n'est-ce pas, des questions africaines. Vous savez qu'il est né à Dakar, au Sénégal. Donc, il connaît bien l'Afrique. C'est un peu comme Maître Vergès, n'est-ce pas, qui était aussi un autre monsieur Afrique, n'est-ce pas. Donc, c'est des gens qui connaissent bien l'Afrique et ils savent que pour mieux manipuler les peuples, pour mieux manipuler la conscience, n'est-ce pas, des uns et des autres, c'est de faire croire maintenant que non, la France reconnaît son erreur. Vraiment, 14 ans après, c'est pas une moquerie, c'est pas une blague de mauvaise. On rappelle que l'annonce aussi a été faite de la publication d'un livre très prochainement, mais un peu à l'image du livre de l'ancien ambassadeur de France, par exemple, au Niger. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez que en réalité, c'est comme si il y a un projet derrière et il faut que, pour que le projet puisse être validé, il faut toucher les Africains là où, vous savez qu'ils nous ont dit que l'émotion est nègre, c'est ça? Si vous le dites. Écoute, que nous sommes émotifs, donc on vit des émotions et donc créer sensation, n'est-ce pas? Oui. La preuve en est, ça a ressuscité le débat maintenant de cette crise, n'est-ce pas, post-électorale. Ça suscite maintenant des discussions sur les différentes plateformes, n'est-ce pas, Internet. Ça suscite les débats. Oui. Ça, c'est le but de rechercher. Mais maintenant, au fond, quel est le but de rechercher véritablement, n'est-ce pas, par ces Français, par le réseau, n'est-ce pas, Bourgie. Parce que ce réseau appartient, le réseau Bourgie, n'est-ce pas, c'est aussi un réseau puissant en France qui cherche peut-être à reconquérir le pouvoir. Et en dehors de reconquérir le pouvoir, il faut maintenant qu'il y ait des alliés. Des alliés du pouvoir, n'est-ce pas, français, n'est-ce pas, qui sont toujours en Afrique. Parce que ces alliés-là, c'est là où la plupart de ces présidents tirent leurs ressources, ou bien les candidats à la future élection présidentielle tirent leurs ressources, que ce soit les ressources matérielles ou financières. Donc, vous voyez qu'il y a un projet caché derrière, et c'est comme si c'est un avertissement, n'est-ce pas, à celui qui est devenu peut-être trop indépendant, pensant que c'est parce qu'il a gagné une élection qu'il est au pouvoir et qu'on lui rappelle que, monsieur, on a déjà choisi quelqu'un d'autre pour te remplacer, n'est-ce pas? Parce que ton dossier est quasiment très sali, parce que quand même, on a beau blanchir monsieur Ouattara, mouton noir restera mouton noir. Comme l'Ivoirien dit souvent, un morceau de bois tant duré dans l'eau ne deviendra jamais caïman. Donc, peu importe le genre de savon, en langage cartésien, chez nous dans les quartiers, Asepso, vous avez connu le savon là, Asepso. Donc, même peu importe le nombre de homos, de kilaf qu'on va faire sur M. Ouattara, il sera un sanguinaire, n'est-ce pas, au pouvoir. Ça, c'est sûr. Ça, la preuve, ce n'est pas moi qui dis qu'il est sanguinaire. Les preuves sont là. C'est la rébellion de M. Alassane Dramane Ouattara qui a mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et en plus de ça, celui dont on accusait d'être auteur de ces crimes-là a été blanchi par la plus grande cour pénale internationale, cour de justice, n'est-ce pas? C'est la CPI. Donc, c'est là-bas qu'il a été déclaré non coupable. Donc, ce n'est pas nous, les Africains, qui l'avons déclaré non coupable. Parce que nous, on savait qu'il n'a rien fait. Donc, nous savons tous qu'il y a un projet, il y a un plan, il y a une organisation qui est bien mise en place pour que nous arrivons à ce débat-là aujourd'hui, pour que ce débat refasse surface. Alors, André Christelle Fanga, vous avez commencé à émettre plusieurs idées. Alors, on peut dire que, est-ce qu'on peut le dire que c'est à cause, par exemple, de l'élection en Côte d'Ivoire en 2025, qui est en train d'approcher à grands pas d'ailleurs, que des sorties comme celle-là sont faites, l'annonce de la publication de ce livre, ils savent que je sais tout, ou alors ils savent que je sais,
si je ne m'abuse. Maintenant, on se souvient également que Laurent Gbagbo, en ce moment, reste sur la scène politique. Alassane Dramane Ouattara également. Plusieurs de ses compagnons, comme Guillaume Soro, restent également à vue d'œil, on peut le dire ainsi. Une telle sortie, vous le mentionniez tout à l'heure, pourrait vouloir mettre une certaine pression à Alassane Dramane Ouattara pour lui rappeler les faits de 2011. Mais André Christelle Fanga, est-ce que ce n'est pas pour mettre en garde certains chefs d'État sur le territoire africain qui, malgré cela, ne sont peut-être pas, c'est-à-dire à la porte d'une élection présidentielle? Le cas du Gabon a été évoqué durant cette interview où, justement, Bourgi rappelle que la France savait que Laurent Gbagbo avait gagné l'élection comme Jean Ping avait gagné en 2016. Est-ce que ces rappels ne sont pas à tête chercheuse finalement quand on sait qu'il y a par exemple un Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir en ce moment au Gabon avec peut-être des velléités présidentielles? Ben, écoutez, je pense que la France-Afrique ne veut pas mourir. Quand je dis que la France-Afrique ne veut pas mourir, ça veut dire que M. Bourgi, c'est Robert? Robert, oui. Robert Bourgi. Robert Bourgi est ce pion-là qui est utilisé, n'est-ce pas, par le système, le deep state français, n'est-ce pas, l'état profond français, pour justement commencer à préparer que ça soit l'opinion nationale, l'opinion internationale, l'opinion africaine, n'est-ce pas, sur certains sujets ou bien certaines situations qui vont se produire d'ici peu. Je pense que ça a été profondément mûri. Ce n'est pas seulement une affaire d'aveu. Ce n'est pas seulement une affaire de libération de sa conscience. Ce n'est pas seulement une affaire de sortir un livre pour essayer de vouloir le vendre. C'est-à-dire sur les buts mercantiles. Attends, monsieur Bourgi, c'est pas quand même du pain au chocolat. Il pèse lourd. Ça a été un haut fonctionnaire, n'est-ce pas, français. Il a été dans tous les réseaux, il a été dans toutes les manigances, n'est-ce pas. Vous avez dit que très ami à Nicolas Sarkozy. Effectivement. Voilà, très ami à Nicolas Sarkozy. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas de la gnognotte. C'est pas du pain ramassé au bout de la rue, non. Ça veut dire que, et à quel âge? 79 ans. Quand un monsieur de 79 ans, qui est proche de la tombe, parce qu'il est à 79 ans, on peut aller dans la tombe à tout moment, qui est proche dans la tombe, va venir vous dire que c'est pour les buts, c'est pour les besoins financiers qu'il le fait? Non. C'est pour laver sa conscience? Non. C'est des projets. On a choisi, c'est un personnage bien connu, on l'a choisi pour justement le besoin de la cause. C'est-à-dire, les réseaux france-africains l'ont choisi pour venir faire cette déclaration, pour essayer, n'est-ce pas, de mettre, parce qu'ils jouent sur plusieurs paliers. C'est vous-même qui avez souligné tout à l'heure, en rappelant, n'est-ce pas, ces déclarations par rapport à la Côte d'Ivoire et au Gabon. Et deux personnages, n'est-ce pas, qui ne sont plus en odeur de sainteté avec la France. C'est-à-dire, Ouattara n'est pas en odeur de sainteté avec la France, pas parce qu'il est devenu panafricain ou bien il aime trop la Côte d'Ivoire, non. C'est parce que justement, il y a une très grande pression, n'est-ce pas, des panafricains, n'est-ce pas, sur des hommes comme Ouattara chez nous en Afrique. Et il a déjà mauvaise presse, comme on dit en langage journalistique, n'est-ce pas? Il a mauvaise presse. Donc, son nom n'est plus agréable à écouter. Et donc, si M. Ouattara se présente à une prochaine élection, il risquerait avoir un moment de rappel de toutes ces choses-là. Et surtout que son adversaire de 2010-2011 est revenu en Côte d'Ivoire. Donc, il faut tout faire pour écarter, n'est-ce pas, ce personnage. Et sûrement, Alassane Dramane Ouattara est en train de jouer à la résistance. Parce que, quand vous regardez, les cartes qui sont déjà préétablies en Côte d'Ivoire pour l'élection de 2025, il y a un certain France-Africain
un certain homme des réseaux financiers, n'est-ce pas, qui est déjà président d'un parti politique et d'origine sénégalaise. Parce que M. Tidjane Thiam est sénégalais. C'est sa mère qui est ivoirienne. Vous voyez qu'on a déjà choisi le même prototype que M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, la grande finance internationale a déjà choisi M. Tidjane Thiam, n'est-ce pas, pour faire de lui le prochain Ouattara. Donc, il faut absolument, et comme Ouattara peut-être veut dire non, j'ai bien travaillé, je vous ai bien servi, vous ne pouvez pas me lâcher comme ça, hein, surtout que je suis au soir de ma vie, il faut quand même que, parce qu'il ne faut pas qu'on commence à m'enquiquiner avec les procès à gauche et à droite et tout ça, donc il faut absolument me laisser encore continuer, peut-être jusqu'à mourir au pouvoir. Mais les Français voient que non, si à cet état-ci, la Côte d'Ivoire va aux élections présidentielle de 2025 avec pour candidat M. Alassane Dramane Ouattara, il risquerait de perdre gros. Les hommes, les Ivoiriens risqueraient de donner simplement un mandat, même comme ça, à Laurent Gbagbo pour dire que vengeance, on revient, n'est-ce pas, n'est-ce pas, sur le point de départ, pour essayer au moins que le président Laurent Gbagbo puisse terminer son mandat qu'il n'a pas pu achever. Donc, vous comprenez que il y a des plans et des projets. Maintenant, vous revenez la même situation, n'est-ce pas, au Gabon, où on rappelle à Oligui Clotaire Nguema que, monsieur, c'est Jean Ping qui avait gagné les élections. En dehors que Jean Ping avait gagné les élections, vous savez que le coup d'État de Oligui Nguema, bon, c'est vous qui appelez ça coup d'État, et bon, moi je ne sais pas si c'était un coup d'État, peut-être c'était un arrangement de famille. Bon, passons. Ce n'est pas ça l'objet de notre discussion ce soir. Ali Bongo est déclaré vainqueur d'une élection à 3 heures de la nuit. Alors que tout le monde savait que c'est le professeur Oussa qui était gagnant de cette élection-là. Donc vous voyez que Oligui Nguema vient juste, c'est à 5 heures, après l'annonce des résultats, à 3 heures, n'est-ce pas, de la nuit, c'est à 5 heures qu'on annonce le coup d'État. Vous voyez que c'est comme si c'était tout bien arrangé, qu'il fallait, n'est-ce pas, tout s'est fait. Mais, pour rappeler que c'est Jean Ping qui avait gagné les élections, le professeur Ondo Ossa avait gagné les élections. Donc, où toi-même tu es là, tu n'es pas en bonne posture, sachant que ils ont appelé ça quoi, les assises au Gabon. Le dialogue. Le dialogue, n'est-ce pas? Le dialogue, n'est-ce pas, a pris des résolutions et où Brice Clotaire Oligui Nguema risque d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, il risquerait d'enlever, n'est-ce pas, la tenue militaire pour aller aux élections avec, comme civil. Ça, mais c'est pour lui rappeler que vous êtes dans une mauvaise posture. C'est la même chose qui a été faite au Tchad. Vous vous rappelez lorsque la transition agissait au Tchad. Et qu'on a tout fait pour que Mahamat Idriss Déby devienne un bébé France-africain, mais qui a refusé d'être ce bébé France-africain pour devenir un vrai patriote panafricain, n'est-ce pas, pour défendre son pays. Ça, on lui a causé tous les problèmes. On a commencé à sortir les dossiers de soi-disant qu'il achète les habits en France, il dépense de l'argent pour acheter les habits et les montres. Bon, depuis quand on s'occupe même des habillements d'un chef d'État, au lieu que c'est les Tchadiens qui doivent s'occuper de ça, c'est plutôt la France, la brigade financière française qui s'occupe de ça. Donc, vous voyez comment on cherche les poux, n'est-ce pas, dans la tête d'un chauve. Donc, tous ces différents éléments-là sont mis en place pour justement commencer déjà à poser les jalons de 2025, de ce qui doit se passer en 2025, que monsieur, vous devez obéir, n'est-ce pas, aux injonctions de Paris, sinon, voici ce qui vous arrivera. Parce que là, maintenant, nous avons Gbagbo a gagné les élections, mais nous l'avons chassé du pouvoir. C'est ça le message. C'est ça le message que M. Bourgi et ses amis veulent faire passer aux Africains. Et surtout à certains leaders. Que Gbagbo a gagné les élections,
Mais nous avons mis Ouattara au pouvoir. Et donc, si vous n'obéissez pas comme on veut, on va, même si vous gagnez les élections, on va installer qui on veut au pouvoir. Mais ils oublient une chose, c'est que l'Afrique de 2010, 2011 n'est plus la même Afrique qu'aujourd'hui. Parce que c'est aussi un moyen d'envoyer un message, n'est-ce pas, à l'État de l'Est, que regardez ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que nous avons marché sur les cadavres pour arriver à nos fins. Une façon de rappeler, André Christelle Fanga, je vous entends très bien, que la France-Afrique n'a pas lâché prise. Elle n'a pas perdu... Ne veut pas lâcher prise, madame. Ne veut pas lâcher prise, n'a pas perdu de son éclat, c'est ça? Ben, pas que la France-Afrique n'a pas perdu de son... La France-Afrique est déjà presque morte. Elle est en agonie. Des bourgeois sortent comme ça pour essayer, n'est-ce pas, de faire croire que la France-Afrique a encore le pouvoir chez nous en Afrique. Non. Les pouvoirs de la France-Afrique sont en train de diminuer, ont considérablement même diminué. Son influence a déjà complètement diminué. Donc il faut juste un coup de boutoir, un dernier coup de boutoir pour que la France-Afrique s'écroule. Mais comme elle veut résister, parce que ça c'est l'objectif de la résistance, et en rappelant les faits historiques, en faisant croire que nous sommes conscients, n'est-ce pas? Nous avons pris conscience du mal que nous vous avons fait, alors, mais en vous avertissant de manière subliminale, en vous passant des messages subliminaux, en disant que nous sommes encore capables, nous pouvons le faire, nous pouvons installer qui nous voulons au pouvoir. Et il s'adresse à deux États, n'est-ce pas, qui sont actuellement, n'est-ce pas, dans une situation un peu... qui doivent résister, n'est-ce pas, à ce vent panafricaniste qui est en train de souffler. Parce qu'en réalité, il faut changer absolument Alassane Dramane Ouattara par un autre France-africain. Parce que sinon, les dossiers vont sortir. Et c'est, en fait, ça peut aussi être une fuite en avant. Pour dire que non, nous, on avait déjà reconnu depuis, non? Comme ceux qui viennent reconnaître le crime de l'esclavage, là maintenant, comme ceux qui viennent reconnaître, n'est-ce pas, les massacres en RDC, n'est-ce pas, de la Belgique en RDC, comme ceux qui viennent reconnaître, n'est-ce pas, les tueries de la France, n'est-ce pas, au Cameroun, n'est-ce pas, de tous ces génocides causés par ces peuples barbares appelés Occident sur nos territoires. Donc, vous voyez que ça peut être aussi une fuite en avant, ça peut être plein de choses au même instant, mais nous savons tous qu'il y a un agenda caché dans cette déclaration-là. Ce n'est pas venu ex nihilo, c'est un projet bien monté, bien ficelé pour justement, avertir les autres, poser les jalons, n'est-ce pas, d'une nouvelle France-Afrique qui doit se mettre en place et contrôler les nouveaux hommes qui sont sur le point d'arriver dans la plupart, et même au Cameroun, hein, parce que 2025 aussi... c'est déjà demain. C'est déjà demain. Voilà. Merci André Christelle Fanga. Eh bien, dans cette lancée aussi, il y a une autre question, un autre questionnement qui intéresse et qui se soulève, c'est que peut faire l'Afrique aujourd'hui après de tels aveux, après, même si rien de nouveau sous le soleil, on le disait tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a la possibilité pour les pays africains peut-être de réclamer cette justice qui n'a finalement jamais été faite. Charles Blé Goudé est resté emprisonné pendant longtemps, Laurent Koudou-Gbagbo resté emprisonné pendant longtemps. Eh bien, les coupables sont pourtant annoncés dans certains pays africains pour travailler l'image, le commerce et tout ce qui va avec pour certains chefs d'État ou alors gouvernements. L'Afrique est-elle finalement incapable face à de telles situation? Vous avez rappelé des faits, André Christelle Fanga, assez graves quand même. Rien que pour le devoir de mémoire, l'Afrique ne va-t-elle pas se lever par rapport à cette situation, oublier les classeurs de l'histoire de cette manière? Ben, je pense qu'il y a un parfait, je dis le doyen parfait d'homme, n'est-ce pas, qui a ce qu'il appelle le contentieux historique. Le contentieux qui est un projet, qui est une idée, qui est une pensée, qu'il faut ouvrir le contentieux historique. Et si on ouvre le contentieux historique, je vous en conjure, beaucoup de choses vont se passer dans ce monde. L'Afrique a justement quelque chose qui lui manque. Le sens de l'organisation pour les causes justes.
l'Afrique ne sait pas se mobiliser pour les causes justes. Ok. Bon, ne sait pas encore Mhm. se mobiliser pour les causes justes. Parce que nous voyons quand même au niveau de l'AES Oui. la mobilisation des peuples, n'est-ce pas, pour défendre la souveraineté, pour défendre les différents États, pour défendre, n'est-ce pas, la Confédération aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Mais les autres peuples aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire foule derrière les causes justes. Parce que de telles révélations, ainsi faites, alors, immédiatement, un groupe d'avocats se constitue, porte plainte, que ce soit dans n'importe quel tribunal, pour justement mettre en mal, n'est-ce pas, pour arrêter, d'abord pour juger ces gens dont vous connaissez, n'est-ce pas, qui ont commis des exactions et des massacres chez nous. Mais comme, et je l'ai toujours souligné, même depuis quand j'intervenais souvent dans certains médias, j'avais par exemple appelé Maître Abdoulaye Wade. Maître Abdoulaye Wade, brillant avocat africain, et même mondial même, Oui. que Maître, vous devez vous saisir de certains dossiers africains. Je le constituais comme avocat, n'est-ce pas, de la défense des causes africaines. Oui. Ils sont nombreux que j'avais cités. Ces brillants avocats, ceux qui ont été les chefs d'État, ceux qui ont été les premiers ministres, ceux qui sont d'ailleurs des avocats indépendants, n'est-ce pas, mais qui défendent, n'est-ce pas, je profite pour saluer Maître Nico Raleigh au Cameroun, brillant avocat, c'est le Ntumfort, n'est-ce pas, dans le nord-ouest. Brillant avocat qui, justement, vous savez, je voudrais vous, comme je pense à lui, je dis, il a refusé de défendre quelqu'un pour cause morale. C'est-à-dire quelqu'un qu'on avait accusé de détournement de fonds. Et il l'a pris comme avocat. Après, il a lui-même, en fouillant le dossier, il a constaté que ce monsieur avait réellement volé. Il a dit que je ne vous défends pas, monsieur. Pas pour cause morale, parce que je ne peux. C'est normal, le travail d'un avocat, c'est de défendre, même si c'est un voleur. Mais pour lui, sa crédibilité, ça. Donc, c'était juste de passage comme ça pour souligner qu'un maître Nico Raleigh, que vraiment, il est suivi, n'est-ce pas, par son travail. Donc, je disais que les avocats africains, on devait, n'est-ce pas, les mettre au travail. Les juristes africains devaient travailler. L'Union africaine, si elle est réellement une Union africaine, devait se saisir de ce dossier. Parce que de telles déclarations sont des aveux. Et porter directement plainte contre M. Nicolas Sarkozy, contre M. Bourgi, contre l'État français. Pour massacre, pour tuerie, pour génocide. Parce que quand même, ça a été des milliers et des milliers et des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Donc, vous voyez que de telles révélations, l'Afrique devait se saisir. Et c'est déjà bien. For You Africa, vous vous êtes déjà saisi pour en faire un débat. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important pour davantage sensibiliser, n'est-ce pas, les Africains sur le sujet, que regardez la gravité de ce qui s'est produit sur notre territoire, sur les peuples africains, parce que les peuples ivoiriens sont des peuples africains. Donc, véritablement, l'Afrique a cette faiblesse-là encore de se mobiliser pour les causes justes. Les chefs d'État devaient se saisir de ce dossier. D'ailleurs, la session des Nations Unies est terminée. La 79e s'achevait ce 30 septembre. Ah, c'est terminé. Oh là là. Je pense que ça devait être une très bonne occasion. Pour qui exactement? Mais pour les chefs d'État africains ou bien les différents leaders, n'est-ce pas, africains qui devaient intervenir pour justement poser le problème, se saisir que regardez vous-même les aveux, n'est-ce pas, d'un oligarque, n'est-ce pas, français sur une situation africaine. Et vous voulez qu'on continue à venir s'asseoir sur la même table avec des assassins comme Macron,
avec, n'est-ce pas, ces pays qui ne veulent pas de la paix. Et vous venez nous dire que l'Afrique a besoin de 2 places de membres sans droit de veto. Des conneries comme ça. Et les Africains sont là, on acclame. Donc je pense qu'aujourd'hui, Madame Bégoudé, il faut véritablement que nous essayons de mobiliser les Africains sur les causes justes. D'ailleurs, je suis en train de me préparer pour mobiliser les Africains, n'est-ce pas, et surtout les Camerounais, sur l'histoire des poubelles. Nous devons porter plainte aux maires. Nous devons porter plainte, n'est-ce pas, à toute autorité municipale de ce pays. Parce que nous ne pouvons pas mal vivre, alors que nous payons des taxes d'hygiène, de salubrité, nous payons ceci, et porter plainte à Madame le ministre de l'Habitat, des villes. Que nous ne pouvons pas avoir des villes insalubres. Je dis bien, nous sommes en train de nous mobiliser. Nous avons déjà consulté les avocats, nous sommes en train de consulter, n'est-ce pas, plusieurs leaders de la société civile pour nous mobiliser, pour dire que vous ne pouvez pas abandonner, n'est-ce pas, le Cameroun dans la poubelle de cette façon-là. Et si ça ne va pas, on porte plainte au président de la République lui-même, son Excellence Paul Biya. Incroyable. Oui, parce que si le président de la République ne peut pas prendre des mesures assez importantes pour qu'on nous débarrasse, mais nous vivons avec la poubelle au quotidien, madame. C'est grave. Et on nous parle des programmes C2, on nous parle des programmes de ceci, on nous parle de tel programme, alors que nous vivons avec la poubelle. Mais vous ne suffoquez pas, madame. Peut-être chez vous, vous êtes dans un cas, vous habitez un quartier chic. C'est sûr. Nous sommes dans les quartiers où on côtoie la poubelle. C'est difficile dans toute la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, dans presque toutes les villes du pays. Mais écoutez, je pense que c'est pour ça que je dis que nous, les Africains, nous devons savoir nous mobiliser pour les causes justes. Oui. Donc, nous allons porter plainte aux maires des arrondissements. Nous allons porter plainte au maire de la ville. Nous allons porter plainte à Madame le ministre de l'Habitat et de la ville. Parce que c'est eux qui causent tous ces désordres-là. Nous ne pouvons pas être dans une ville aussi grande comme Douala et on n'arrive pas à lever les poubelles dans les rues. C'est incroyable. C'était pour dire simplement que Madame, nous allons nous mobiliser, nous les Africains, pour les vraies causes, les causes justes. Au lieu d'aller prendre l'argent d'une poste, on nous envoie les vaccins pour le poste, on nous envoie les vaccins pour le Covid, des choses qui n'existent pas, alors qu'il y a des choses, la poubelle est en train de nous tuer, la saleté est en train de nous tuer dans nos villes, parce que le gouvernement n'arrive pas à faire, les maires n'arrivent pas à mettre une politique en place pour débarrasser nos cités des poubelles. Et quand les moustiques viennent nous piquer, on envoie les vaccins contre le palu. Oui. Bon, c'était un coup de colère. André Christelle Fonga, sacré André Christelle Fonga. Merci pour ce coup de gueule, voilà, sur cette question. Mais on termine quand même avec la question africaine concernant la Côte d'Ivoire, les pays africains qui ont la possibilité de se saisir de cette histoire aujourd'hui. Vous avez parlé des pays de l'AES, c'est vrai, effectivement, mais les pays de l'AES ne se sont pas saisis des questions historiques, des questions mémorielles. Aujourd'hui, ils se saisissent plutôt pour l'avenir des nations. Est-ce qu'il ne faut pas justement satisfaire ce besoin de justice? Ou alors faudra attendre des trentaines d'années comme le fait aujourd'hui la RDC avec la Belgique par exemple, la France avec certains pays africains, avec cette histoire de questions mémorielles, de comités historiques mis sur pied? Et écoutez, je pense que François Fanon le disait, je crois, chaque génération découvre sa mission, elle a le droit de la trahir ou bien de l'accomplir. Oui. Et ceux qui sont conscients, n'est-ce pas, qu'ils ont une mission, la preuve en est. Je suis un électron libre aujourd'hui. Je parle des questions, n'est-ce pas, présentielles et futures. Vous avez saisi votre mission. Mais j'ai saisi ma mission. Sans la trahir. Non, je ne la trahirai pas. Très bien. C'est pour ça que je n'ai pas la langue de bois. C'est pour ça que je ne recule devant rien. Vous me faites penser à quelqu'un, mais je ne dirai pas qui. Non, ne dites pas. Donc, je ne recule devant rien. Et c'est ce que nous devons comprendre. Les États de l'AES ont aujourd'hui un grand problème. Le grand problème, c'est qu'ils ont un problème d'insécurité. Il faut le juguler, il faut régler ce problème qui est
comme une patate chaude entre les mains. Oui. Donc, ne leur demandez pas d'aller régler le problème du contentieux historique. Vous voyez un peu? Oui. Ne leur demandez pas de régler les problèmes du passé. Parce que pour qu'on règle les problèmes du passé, il faut d'abord soi-même avoir une stabilité. Mais écoutez, la Bible dit que, comment manger, n'est-ce pas, la viande dans une maison où il n'y a pas la paix. Vous ne pouvez pas. Là où il n'y a pas la paix, c'est difficile de vous régaler normalement. Donc, il faut d'abord stabiliser ces États. Et c'est encore ces États, soi-disant démocratiques, qui sont à la manœuvre pour déstabiliser, n'est-ce pas, les États de l'AES. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour que le contentieux, ou bien on se saisisse des dossiers passés, il faut véritablement qu'il y ait des hommes qui ont la conscience. C'est pour ça que j'ai appelé, par exemple, la société civile. La société civile africaine doit se mobiliser pour, justement, les causes comme celle-là. En dehors de la société civile, nous avons des anciens chefs d'État qui ont quand même eu des responsabilités et qui sont encore vivants aujourd'hui. Et qui sont, beaucoup sont des avocats, vous voyez un peu, qui sont des personnalités et qui peuvent peser de tout leur poids pour que l'Afrique, par exemple, engage des procédures, engage des procès contre les acteurs des différentes crises dont nous avons cité, par exemple, en prenant le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Le cas spécifique de la Côte d'Ivoire est tellement flagrant que si un seul instant, bon, j'ai cité Maître Abdoulaye Wade, alors que lui-même, il y a de cela quelque temps, était au pouvoir et qu'il n'était pas très loin de la crise. Donc, quand il était au magistère au Sénégal. Et qui aussi, bon, on ne sait pas s'il est France-africain ou bien, mais il a des tendances France-africaines. Donc, mais nous savons qu'il y a des brillants avocats, n'est-ce pas, en Afrique, et qui peuvent se constituer, des juristes qui peuvent se constituer, des professeurs de droit qui peuvent se constituer. Mais écoutez, je pense que l'histoire change même à partir, n'est-ce pas, de l'enseignement, à partir, n'est-ce pas, des cours donnés à l'université, des prises de position. Le président Laurent Koudou-Gbagbo, dont nous parlons aujourd'hui, avant de devenir chef d'État, est professeur d'histoire. C'est parce que justement, à l'université, quand il enseignait, il a eu le temps, n'est-ce pas, d'abord d'étudier l'histoire des peuples, des autres, en plus l'histoire de son peuple, et il a commencé à dispenser, n'est-ce pas, des cours en prenant position. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui a créé, n'est-ce pas, cette aura du président Laurent Koudou-Gbagbo jusqu'à arriver, n'est-ce pas, président de la République. Et donc, vous voyez que même les professeurs, docteurs, en droit et tout le reste, devaient justement se saisir des situations comme ça, des leaders politiques. Que ça soit du pouvoir ou bien de l'opposition, dans les États, devaient se saisir des dossiers comme cela et les porter, n'est-ce pas, partout où besoin se fera. Ressentir, Alors, si on l'avait fait, et si on le fait, nous prenons juste le cas de Côte d'Ivoire. Mais écoutez, si les veuves ou bien les orphelins s'organisent, pas comme ceux de la RDC qui demandent qu'ils ont été abandonnés, les métis. Vous connaissez les métis, non? Les familles des métis abandonnées par les Belges, n'est-ce pas? Qui réclament leur droit de devenir belges. Et non des massacres que la Belgique a causés en RDC. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si les veuves, les mamans, vous savez, le pouvoir de la femme, si les femmes se mobilisent et commencent à crier. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de saluer une brillante ivoirienne, Ulchere Balé, militante de la société civile qui a été enfermée par le pouvoir dictatorial d'Abidjan. Elles sont nombreuses comme ça. Amina Fofana, du Mali. Elles sont, Aïcha Kone même, des femmes, elle est artiste, mais
très combattantes, elles sont nombreuses comme ça. Oui. J'en connais aussi au Cameroun. Vous voyez un peu. Mm. D'ailleurs, j'ai vu Madame Sikendoumbé en Russie, dans un sommet des femmes qui parlaient de beaucoup de choses. Ça, c'est des étoiles montantes. Vous-même, madame, vous devez vous mettre au travail de la mobilisation des femmes Oui. pour la cause, n'est-ce pas, des Africains, parce que c'est vous qui allez rester avec les orphelins. Quand on nous tue, c'est vous qui restez avec les orphelins. Pour des questions électorales, pour les questions de prise de position. C'est vous les mamans qui souffrez après. Parce que les papas ne sont plus là la plupart du temps. Et parfois même c'est vos enfants qui sont tués. Vous voyez que vous êtes perdantes. Donc les femmes ont aussi droit de se mobiliser. Pourquoi ne pas organiser les femmes, ou bien les jeunes femmes, ou bien les vieilles mamans, ou bien peu importe. Mais pourvu que les femmes, n'est-ce pas, s'impliquent véritablement dans ce combat-là. Aidés par, n'est-ce pas, les juristes, qui vont vous dire que voici ce que le droit, voici. Attendez, il y a des organisations internationales, n'est-ce pas, qui disent de défense de ceci, des droits de l'homme. Bon, c'est eux, hein, c'est eux qui nous parlent des droits de l'homme, des droits de l'enfant, des droits de ceci, des droits des femmes et de ci et de ça. Oh, finalement, il y a tellement de défense, tellement de droits que finalement, tous ces droits-là ne sont pas respectés. Donc, il faut quand même aussi que nous, les Africains, nous créons des ONG. Nous créons, n'est-ce pas, ces organisations non gouvernementales qui vont défendre certaines causes. Est-ce que ce n'est que Transparency International qui doit être invité pour superviser les élections ou bien pour être observateur dans les élections en Afrique? Est-ce qu'il n'y a que Human Rights Watch qui doit décider de qui, où il y a massacre à gauche, il y a massacre à droite, il y a ceci non. Pourquoi ce n'est que eux qui doivent avoir ces organisations-là? D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi j'aime apprécier le président Serge Espoir Matomba. Parce que hier, l'Occident avait, n'est-ce pas, les médias comme instrument de propagande politique, comme propagande culturelle, comme propagande, n'est-ce pas, de leurs droits, de leur pensée, de leur idéologie. Et ils ont arrosé toute l'Afrique avec leurs mensonges, avec leurs fausses idéologies, avec leurs faux droits de l'homme. Vous savez que les nouveaux droits de l'homme, c'est le LGBTQI. Pourquoi nous, les Africains, nous ne pouvons pas aussi créer des choses? Je ne suis pas un polygame. Je ne suis pas défenseur de la polygamie. Mais ceux qui sont les grands défenseurs... C'est pas un droit de l'homme en Afrique? Mais écoutez, vous savez que c'est condamné en Europe, non? Mais en Europe, on dit que les droits de l'homme, les nouveaux droits de l'homme, c'est qu'un homme peut être allé avec un autre homme. Ça ne cause pas problème. Il peut même devenir une femme. Il peut devenir même une femme. C'est pour ça qu'ils ont le YEL maintenant. Il ou elle, YEL. Ouais, pour ceux qui sont dans le questioning. Il se questionne. Il sait pas. Il sait pas. Il sent la femme dans le corps de l'homme. Vous voyez un peu. Donc, il ne sait pas véritablement qu'il est. En fait, vous voyez un peu les transgenres, ceux qui se transforment et qui deviennent, etc., etc. Donc, vous avez ce genre de droits de l'homme en Europe. Et donc, nous, les Africains, nous pouvons être les défenseurs de la famille. C'est-à-dire un homme, une femme et les enfants. Et donc, si nous créons des organisations comme cela, ou bien beaucoup de polygamie, d'ailleurs, j'avais suivi l'intervention d'un brillant Africain qui avait demandé que le président Zuma soit le président, n'est-ce pas, de l'organisation, n'est-ce pas, africaine, n'est-ce pas, pour la promotion de la polygamie. Parce que le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud a 4 femmes. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, des chefs d'État qui ont beaucoup de femmes. Oui. Ils sont des leaders qui ont beaucoup de femmes. Donc, la polygamie peut être un instrument, n'est-ce pas, pour de contrepoids pour ce que l'Europe est en train de nous déverser comme droit de l'homme. Donc, tous ces différents éléments-là sont mis en contribution pour simplement dire que l'Afrique, n'est-ce pas, a le droit de se mobiliser, de s'organiser, n'est-ce pas, de se défendre et de se saisir des dossiers comme cela. Et si, par exemple, l'Afrique décide, un jour j'avais dit, arrêtez de nous dire que vous êtes le panafricanisme, c'est simplement les traditions africaines
d'un autre genre, croire à ses ancêtres-là. Il dit, bon, ok, si vous êtes vraiment panafricaniste, pourquoi, et que c'est ce panafricanisme que vous voulez promouvoir, pourquoi quand Nicolas Sarkozy vient se balader en Afrique, vous ne l'envoyez pas les abeilles? Pourquoi ces criminels-là, européens, se baladent, piétinent nos territoires, et vous, les grands soi-disant panafricanistes, détenteurs des pouvoirs ancestraux, n'est-ce pas, vous n'interdisez pas à ces gens-là de mettre pied sur nos territoires? Parce que si en seul instant, Nicolas Sarkozy arrivait au Cameroun, à l'aéroport, c'est les abeilles qui l'accueillent, mais il va remonter dans son avion. Oui. Si il arrive, c'est les fourmis qui l'accueillent. Si c'est ce genre de panafricanisme que vous dites que vous êtes détenteur, mais pourquoi vous n'agissez pas sur ceux qui détruisent l'Afrique? D'ailleurs, nos frères béninois ont trouvé que la seule chose qui peut créer pour l'Afrique, c'est le porte-monnaie magique. Voilà le cadeau qu'ils peuvent donner aux jeunes Africains. Et ils parlent de l'africanité. Voilà. Et voilà comment ils les rendent dingues. Ces jeunes deviennent dingues un peu de partout. Avec le soi-disant porte-monnaie magique, le machin et tout ça. Ou bien les charmes d'un autre genre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Madame, oui, nous les Africains, sachons nous mobiliser pour les causes justes. Et ça, nous sommes en train de nous mobiliser. C'était juste pour encourager tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en train de dire, qui ont une pensée quelque part. Mais mettez-la en exergue. Mobilisons-nous pour justement mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, cet Occident impérialiste, criminel, qui veut nous assujettir, qui veut davantage nous mettre en mal. Merci André Christelle Fanga. Les lundis sont souvent très lourds et en même temps rapides. Et on se rend compte que Regard panafricain est parvenu à son terme. Ah bon? C'est incroyable. Ben, on n'a même pas abordé le deuxième sujet. Ah, ça, mais on va quand même en parler un tout petit peu avant de se séparer. André Christelle Fanga, à la tribune de l'ONU, les représentants du Niger et du Burkina Faso ont pointé du doigt le néocolonialisme qui continue de sévir. Pour ce qui est du Niger, par exemple, c'est en se mettant complètement en porte-à-faux, n'est-ce pas, contre l'attaque de Tizawaten, par exemple, que le ministre a fait venir l'idée de l'AES même, qui lutte contre la balkanisation, qui lutte contre les assassinats et qui lutte contre l'ingérence dans les politiques internes des États, en tout cas, a pointé du doigt cette forme de néocolonialisme à son temps moderne, qui est aujourd'hui 2024. Le ministre également du Burkina Faso en a fait de même en pointant du doigt les actions de l'ONU qui restent attendues sur les questions principales d'actualité en ce qui concerne la sécurité ou encore les aspects et surtout les conditions de vie de plusieurs pays. En tout cas, c'était l'occasion pour ces deux dirigeants représentant le Niger et le Burkina Faso de mettre la main, de pointer du doigt ce qui fait mal. Cela avait déjà été fait, vous vous en souvenez, on en parlait par le président Faustar Touadéra. André Christelle Fanga, un énième cri, et après. Ben, écoutez, je pense que, comme je vous l'ai toujours dit, ceux qui sont en face de nous, à la tribune des nations, sont aphones. C'est-à-dire, ils sont sourds. Ou bien ils mettent du coton-tige dans les oreilles quand les Africains sont en train de crier. Mais ça n'empêche pas que les discours atteignent, n'est-ce pas, les peuples pour davantage les galvaniser à se mobiliser pour les objectifs à atteindre. Et que les autres aussi qui nous écoutent, les autres peuples, parce que ce n'est pas seulement les peuples africains qui nous écoutent, les peuples français, les peuples américains, les peuples anglais, et allemands, et tous ces peuples-là du monde nous écoutent. Et certaines sociétés civiles, certains leaders même politiques dans ces États-là, prennent souvent fait et cause, n'est-ce pas, des pays africains. Ce qui est sûr, c'est que peu importe la puissance du rocher, elle ne peut pas résister aux gouttes de pluie durant des années. Parce que les gouttes de pluie finiront par briser ce grand rocher. Qui pouvait imaginer, n'est-ce pas, que le mur de Berlin allait tomber? Qui pouvait imaginer, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui,
les peuples pouvaient se mouvoir partout dans le monde aujourd'hui, malgré les interdictions, en Afrique du Sud, malgré la ségrégation raciale, aux États-Unis, même chose, n'est-ce pas, où il y avait des différents clans. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait dit I have the dream. Je pense là au pasteur Martin Luther King, qui avait dit j'ai eu un rêve où le noir de l'Alabama va se retrouver peut-être avec le blanc, n'est-ce pas, de l'autre côté de Californie, et tous se manger ou bien jouer sur la même cour. Est-ce que ça ne se fait pas aujourd'hui aux États-Unis? C'était un rêve, c'était une décision, c'était un courage, c'était un discours, c'était quelque chose, un engagement par les tripes, n'est-ce pas, pour dire qu'on a un objectif à atteindre. C'est que les États-Unis puissent être véritablement un pays uni où il n'y a pas de différence entre le français, le blanc et le noir. Malgré que George Floyd est venu encore nous présenter encore, quand je parle de George Floyd, vous connaissez la situation, c'est-à-dire le policier blanc qui a étouffé le noir à partir du coup, et donc qui a même été libéré il y a de cela quelques temps. Donc vous voyez que jusque-là, la lutte a toujours porté, n'est-ce pas, quelque chose, des résultats, peu importe la durée, peu importe le timing, peu importe ce qui peut arriver. Et donc nous les Africains, le discours tenu aux Nations Unies, c'est comme ces petits pics envoyés, et finiront par atteindre les objectifs. Et je pense que si l'Afrique est à ce niveau, il faut nous remercier. C'est parce que justement, nous avons décidé de prendre le magistère de la parole, qui est le plus grand magistère qui existe dans le monde. Parce que le monde a été créé par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Et cette parole-là, elle est Dieu. Elle est créatrice. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de créateur. Et donc, comme moi je suis lecteur des Saintes Écritures, Jean 1,1 le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Donc, le magistère de la parole est imparable. Et c'est ce magistère-là que parfois, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi les choses bougent comme ça? C'est parce que, d'ailleurs, la bénédiction et la malédiction sont faites sur le pouvoir de la langue, c'est-à-dire le pouvoir de la parole. C'est quelqu'un qui parle. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, vous, n'est-ce pas, qu'en Afrique, au Cameroun en particulier, il y a eu des grands rois. Le roi Douala Mangabel, le roi Madola, le roi Martin Paul Samba, lors de leur fusillade, de leur arrestation, premier, c'était les Allemands, n'est-ce pas, quand les Allemands voulaient fusiller Douala Mangabel, selon l'histoire qui nous est racontée, il a dit, vous n'aurez jamais le Cameroun. Et l'Allemand n'a pas eu le Cameroun. Ils ont été chassés par les Anglais et les Français. Même chose pour Martin Paul Samba. Donc, vous voyez que c'est différent. C'est les paroles qui ont été prononcées. Oui. Donc, véritablement, madame, le magistère de la parole a toujours été efficace, restera efficace. Et nous continuerons, n'est-ce pas, à écouter les discours et à les prononcer, à encourager, n'est-ce pas, ceux qui ont la possibilité de prononcer des discours sur la tribune de l'ONU, et un peu de partout, dans les conférences, dans les sommets, et tout le reste là. Et d'ailleurs, la preuve en est, ces discours-là sont restés sensationnels, sont restés historiques. Vous connaissez le discours de Oumiobe aux Nations Unies, vous connaissez le discours de Kadhafi, vous connaissez, il y a eu plein de discours comme ça. Aujourd'hui, ils servent de bannière pour certains, c'est ce que vous essayez de dire. Oui. Exactement. N'est-ce pas, sert, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de carburant, d'énergie, n'est-ce pas, pour avancer. Vous souvenez-vous du discours de Thomas Isidore Sankara à Noël? Jusqu'à présent, ces phrases restent, n'est-ce pas, historiques. Souvenez-vous de Sékou Touré. Souvenez-vous de Kwame Nkrumah, de tous ces grands leaders africains qui ont prononcé des discours historiques. Et donc, véritablement, nous devons davantage, n'est-ce pas, encourager ces discoureurs de continuer de faire leur travail, parce que finalement, les problèmes de sécurité décriés par le Niger, décriés par le Burkina Faso, finiront par trouver une solution. Et peut-être même qu'il ne vous dit pas que ces gens-là déposeront les armes en disant « le blanc nous a trompés ».
Hmm. Merci André-Christelle Fanga. Regard panafricain, c'est terminé. Merci pour votre expertise. J'aimerais quand même partager avec vous une citation d'Amadou Hampateba que j'ai pris dans un discours. C'était celui du colonel Abdoulaye Maïga. Ceci pourra certainement aller dans la même lancée que vos propos. À trop vouloir jeter une grenouille qui vous dégoûte, elle finit par tomber dans une bonne mare, disait Amadou Hampateba. Ceci rejoint peut-être vos propos sur les pays de l'AES. Merci André-Christelle Fanga d'être passé par ici sur For You Radio. C'est toujours un plaisir de vous recevoir chez nous, chez vous. Je suis un soldat, je suis au combat. Je ne trahirai pas ma mission parce que je l'ai découverte. Surtout pas. Vous allez mener cette mission. En tout cas, merci André-Christelle Fanga. Merci également à Kelly. Merci de nous avoir écoutés. Regard panafricain, c'est terminé. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition. Merci de rester avec nous. Regard panafricain rouvre ses portes dans quelques jours pour recevoir un tout autre invité sur les questions panafricaines. Au revoir, Abidjan.